Ta, 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 ta. On s'y est habitué, hein. Moi, j'adore. Bonjour à tous et à toutes. Coupe-moi ça tout de suite. Je crois qu'en fin de compte, notre musique d'entrée, elle est pas du tout en rapport avec de ce qu'on parle après. Mais je crois que c'était un peu le but. On s'était dit, même si on parle de trucs super lourds, genre la guerre en permanence, il faut au moins que ça les mette dans l'ambiance. Donc dites-nous si vous êtes dans l'ambiance. Ça fait colonie de vacances, alors que pas du tout, quoi. Pas du tout. Sauf qu'il fait vraiment chaud, comme dans une colonie de vacances. Exactement. 22 juillet, Israël, Tel Aviv, en live. On vous l'a pas dit, mais alors on vous l'explique, parce qu'à chaque fois on dit sans filtre et tout ça. Mais donc, les épisodes qu'on enregistre, on coupe rien. Vous avez tout. En fait, on s'était dit, quand on a commencé avec ce podcast, on s'est croisé sur Rothschild, sur le boulevard, et on s'est dit, on papotait, on s'est dit, ce serait quand même super de partager ces discussions comme si on prenait un café. Donc un café, c'est entre 1 heure, 1 heure et demie. C'est le temps qu'on... Ouais, en tout cas entre nous. Du coup, on boit notre petit café et on parle d'Israël, de politique, de société, de nos expériences. Et effectivement, on ne coupe rien. Ça fait partie un peu de notre engagement de se dire que quand on est sans filtre, on est sans filtre et on assume et on partage vraiment les choses comme on les ressent, avec des moments où on est un peu plus excité, des moments où c'est un peu plus dur, mais au moins, vous voyez la réalité de nos vies pendant 1 heure et quelques. Et donc aujourd'hui... On est arrivé au 22 juillet. Déjà, c'est pas mal. Enfin, je touche du bois. Je tape pas sur la table parce qu'on a des problèmes de caméra. Mais 1, 2, 3. Mais on a quand même... Enfin, on a les Iraniens qui tapent un peu partout au Middle East, autour. Je sais pas si tu as remarqué, mais les Iraniens, ils sont en mode... On va forcer les gens à prendre des décisions. C'est-à-dire que là, ce matin, par exemple, ils ont frappé... Déjà, c'est la 11e nuit de suite où il y a des frappes américaines après des attaques iraniennes. Donc, les Américains, ils lâchent pas l'affaire, ils ripostent. Mais tous les jours, il y a des frappes iraniennes sur les pays qui la sont... Jordanie. Et aujourd'hui, encore une fois, ce matin, on a eu 6 missiles sur la Jordanie. Et donc... Il y a certains politiques jordaniens qui disent mais nous, on n'est pas dans le coup. Nous, pourquoi foutez-nous la paix, quoi. Ouais, voilà, foutez-nous la paix. Et ils disent justement à leur petit chef, ça serait bien d'arrêter ça serait bien de virer les Américains de Jordanie, puisqu'évidemment il y a des bases américaines et c'est pour ça que les Iraniens, leur excuse pour taper sur la Jordanie, c'est de dire ils tapent là où il y a des bases américaines. Il y a une base américaine où il y a des avions, ravitailleurs qui sont en Jordanie, et donc ils vont taper dessus. Et là, et donc ce que je te dis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils essayent de forcer, en fin de compte, les pays autour de prendre une décision, de dire vous êtes avec nous ou contre nous. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est que la plupart des pays ferment leur gueule. En fin de compte, ils osent pas répondre. Et ce qui est entre l'Iran et Trump, franchement. Non, mais parce qu'il y a deux comment dire, deux bérionymes, quoi, Ouais, mais il y a des intérêts clairs là. Enfin, c'est pour ça qu'ils bougent pas, parce qu'au final, ils restent dans l'axe des gens, enfin des pays de l'Occident, des pays démocratiques, des pays normaux, quoi, contre l'Iran et ses proxys terroristes. Mais ils vont pas riposter contre les Iraniens. À la fois, est-ce que la Jordanie, elle riposte? Le Koweït non, riposte pas. Le Koweït, il pourrait. L'Arabie Saoudite, enfin, oui. Personne ne répond. Alors qu'ils ont des armées qui... Mais parce qu'ils veulent pas une escalade. Ils veulent pas d'escalade. Et je sais pas si tu as remarqué, je sais pas, encore une fois, je touche du bois, je sais pas si c'est by design, mais les seuls sur lesquels ils tapent pas, alors qu'il y en a des bases militaires, il y en a qui diraient que le pays entier est une grande base américaine, qu'on est la 51e étoile sur le drapeau américain, etc. Et les seuls qui se mangent rien pour l'instant, c'est nous. Et je pense qu'ils savent que ça serait dans l'intérêt de Netanyahou de venir taper sur Israël maintenant, puisqu'il y aura une riposte violente. De Netanyahou de taper sur l'Iran. Oui. Ça serait dans l'intérêt ça ferait son jeu avant les élections. S'il y avait des frappes iraniennes sur Israël. Mais il va initier à un moment ou à un autre. Mais je pense qu'il ne peut pas, tant que les Américains ne lui donnent pas son aval. C'est sûr qu'on n'a plus de souveraineté sur notre sécurité. Et donc, il a besoin d'une vraie excuse et il a besoin d'une frappe iranienne sur Israël. Et ce qui est intéressant,
pour moi, moi personnellement, moi je préfère pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les Iraniens depuis là 2 semaines taper sur tout le monde autour d'eux, sur tout le monde, sauf sur Israël. Et d'ailleurs, Le petit Satan. Et pour communiquer, parce que vous voyez ça de l'extérieur, et donc pour vous donner une impression de l'intérieur, les Israéliens, tant qu'on ne tape pas sur Israël, c'est comme s'il ne se passait rien. Rien, c'est-à-dire, mais vraiment, ça tape en Jordanie, c'est à 50 km. Ah, ça me rend fou, moi. Et les Israéliens, tant que ça n'étape pas sur nous, alors que c'est l'Iran, c'est la même guerre qui continue sur des aspects différents. Et pourtant, les Israéliens, tant que ça ne nous concerne pas et qu'on ne va pas aux abris, là, il y a quelques jours, on a eu un coup de stress, on a cru qu'on allait aller aux abris. Donc là, tout le monde en a reparlé. Et là, hier, je crois, il y a l'accord donc, entre Trump et l'Arabie Saoudite aussi. Ouais. Et tous ces trucs-là, en fait, on les vit par push sur les applications, quoi. D'un seul coup, on a une petite notification. Mais les Israéliens, c'est pire que... Enfin, c'est pire. Ça va plus loin que ça. Les Israéliens, c'est... Tant que ça tombe pas vraiment sur ta ville ou même sur ton quartier... Oh non, quand même. Ah si, quand même. Je trouve que tu abuses. Parce que pendant... Non, c'est vrai, quand c'était dans le nord, à Tel Aviv. Dans le nord, à Tel Aviv, il ne se passait rien. Quand ça tombait, quand tu as des attaques de Houthis... au moins dans le sentiment, même dans les infos. Oui. Maintenant que s'ils tapent ailleurs, on n'entend même pas, comme si c'était complètement déconnecté, comme si c'était je sais pas, le Japon qui est en guerre avec la Martinique, tu vois, genre ça, comme si on n'était pas lié au truc. Oui, alors qu'ils ont tapé directement liés. Oui, alors qu'ils ont tapé à Aqaba, qui est vraiment à la frontière avec Eilat. Et qu'à Eilat, il y a eu ils ont vu et tout. Oui, donc, ils ont entendu les interceptions. Il y a des vidéos aussi de sous-marins Eilat. T'as vu ça, les vidéos? Ouais. Énorme. Un énorme sous-marin qui passe devant la plage. Et donc, tu vois, c'est quand même les porte-avions américains qui sont revenus se mettre en Israël. Mais parce que c'est normalisé, voilà. On vit en état de pseudo-guerre tout le temps. Donc, des fois, il y a la guerre active et des fois, il va y avoir la guerre ou il peut y avoir la guerre. Donc, c'est normal que vous n'ayez pas d'aéroport, les gars, puisque votre aéroport, il sert à l'armée américaine. C'est normal qu'il y ait des avions de chasse. Oui, les avions de chasse, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est devenu normal. Tu es habitué à plein de trucs. En France ou je sais pas, peu importe, si tu n'as pas vraiment une base militaire, si tu n'es pas à côté de l'école militaire où ils apprennent aux pilotes, des bases... T'as pas des avions de chasse, des bombardiers qui passent du soir au matin au-dessus de ta tête. C'est plus du soir au matin, là t'abuses. Attends, là ce matin, justement, je me suis réveillé parce que j'entendais des F-35, ils ont des moteurs. Et ça fait des bruits de ouf. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on part en Iran ? Parce que généralement, quand on entend ça, c'est qu'ils y vont. Ouais. Et donc, et je me suis réveillé comme ça, en ouvrant mon téléphone. Ah non, il y a un truc à Eilat et tout ça. Non, donc je me suis rendormi. Et ben voilà, donc on en est comme ça. Du coup, non mais tout le monde est un peu comme ça à se dire est-ce que c'est maintenant ? Non, bon on va dormir. Non mais c'est vraiment une drôle de situation. Aux infos hier, il disait un truc intéressant. Il disait que il y a environ 40% de la société israélienne qui voudrait reprendre la guerre avec l'Iran. Qui voudrait en finir. Je pense que qui voudrait en prendre, et environ 33% qui veulent pas que ça reprenne. Et tout le reste qui sait pas, mais en fait, tu vois, donc en fait, tu dis même dans la société israélienne, en fait, on comprend même pas pourquoi on reprendrait la guerre, ce que ça nous apporterait. En fait, on nous dit rien. Tu vois, je pense que la volonté des Israéliens, ça serait d'en finir une bonne fois pour toutes, entre guillemets, c'est-à-dire de reprendre pour que ça soit la fin et qu'on puisse revenir là, à Trump une vie avec normale. Les Iraniens qui leur autorisent à faire de l'uranium pour des soi-disant entre guillemets des raisons civiles. Dans un accord officiel, avant c'était toujours sous prétexte de normalisation avec Israël. Tu vois, on est quand même dans des situations où même les trucs les plus basiques, on se demande s'il va y avoir une guerre avant les élections. On est quand même dans des questions qui perdent, n'importe quel citoyen serait perdu face à un doute que ton gouvernement veut rentrer en guerre pour des raisons politique, tu vois ce que je veux dire, et mettre... Oui, il y a toujours avec ce gouvernement-là, évidemment, et avec Netanyahou, il y a toujours... t'as toujours peur qu'en fin de compte, ils prennent les décisions à ses fins personnelles, donc politiques. Mais en plus de ça, il y a ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran, et il y a le fait que cette semaine, les Israéliens, le Mossad...
Ouais. Le Mossad a dit ou a révélé, on va dire, aux Américains qu'en fin de compte, les Iraniens, ils étaient en train de recréer leur arsenal nucléaire sur la montagne de la... Comment ça s'appelle? Pickaxe. Je ne sais pas comment tu traduirais, de la pioche. La montagne de la pioche, oui. Alors, je te laisse avec je pense... En anglais, ils disent la Pickaxe Mountain, donc la montagne de la pioche. Et donc, ce qu'ils ont fait depuis les dernières frappes américaines sur Fordo et Natanz, c'est qu'ils ont démonté ce qui restait de là-bas et ils l'ont fait transverser sur ce site, qui est un site souterrain, selon le Mossad, qui est à au moins 100 mètres sous terre, donc vraiment inaccessible par frappe aérienne. Tu peux taper tant que tu veux, tu vas avoir du mal à aller détruire les centrifugeuses nucléaires qui sont sous terre. Et les Américains ont demandé aux Iraniens, puisqu'on est en train de faire un deal, on a un Memorandum of Understanding, hein, le MOU, ils leur ont dit, laissez-nous envoyer comment ça s'appelle, les gars de l'agence nucléaire, ceux qui vérifient, il y a un nom, je ne me rappelle plus, ceux qui vérifient pour voir si vous faites du nucléaire civil, et ils leur ont dit évidemment, non, vous allez envoyer personne. Et donc c'est... Donc en fait, on est retour à la case départ, mais en pire. Voilà. Mais je pense que les Américains, ils laissent pas, ils se la laissent pas raconter. C'est-à-dire, ils continuent à frapper. Ouais. Oui, mais à frapper pourquoi? Enfin, on est encore une fois sur cette dynamique de guerre sans fin. C'est la politique de Netanyahou. Ça n'apporte aucune solution au final. L'Iran, c'est un empire militaire, stratégique. Ouais, est-ce que tu les laisses accéder donc à l'arme Non, bien sûr que non, mais du coup, il a quand même annulé les sanctions. Enfin, donc, tu vois, c'est pas que frapper. Mais là, ça a repris, là, tout a repris. Oui, mais les Européens qui avaient annulé leurs sanctions, je sais pas s'ils les ont remises, les sanctions. Au niveau américain, mais tu vois, tu peux faire bien plus. Les 60 jours, le deal qui était censé être en place a été annulé. Justement, on a eu cette semaine les Pakistanais, nos amis les Pakistanais. J'adore que ce soit les Pakistanais qui viennent et qui disent « Nous, on va vous aider à faire la paix avec l'Iran. » Et l'Iran et le Qatar et la Turquie. Les gars qui ont planqué Bin Laden pendant 6 ans. Il était planqué au Pakistan. Et qui subventionnent le terrorisme. Et c'est eux qui sont là à venir... non, mais on nous prend pour des cons, en fait. Nous, on n'est même plus dans le deal. Nous, personnellement, on est en deuxième, troisième. Et ça me dérange pas trop. Si je peux juste demander, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs, si je pouvais demander... Trump nous écoute. Si Trump, tu nous écoutes. Moi, j'aimerais bien que ça se passe après le mois d'août, parce que je suis censé partir en vacances et j'aimerais bien quand même pouvoir... Partir et revenir. Décoller. Ah, est-ce que c'est important pour toi de pouvoir revenir aussi? Déjà partir. Revenir après, on se démerdera, même s'il faut rester une semaine de plus à Tokyo. Ça va être cher. Pas grave. Ouais. J'encaisse. Donc en fait, là, le deal pour Trump et Netanyahou, si vous nous écoutez, c'est pas avant août. Et si en août, après pas plus d'une semaine pour que Ronnie puisse revenir. Oui, faites ça serait bien. Je pense que ça plairait à beaucoup d'Israéliens. Ils ont tous prévu leurs vacances à peu près comme toi. Donc, Ils vont nous faire chier, évidemment. Je touche du bois. Je sais pas. J'ai pris un El Al. Parce que les El Al, ils lâchent pas l'affaire. Ils lâchent vraiment qu'au dernier moment. Il faut prendre un prêt bancaire, mais, j'ai préféré. Lâchent pas normalement. Ils annulent vraiment. Comme c'est quand il y a un missile qui tombe sur Natbag. Ouais, comme c'est la compagnie aérienne nationale et qui a des systèmes de défense interne on-board. Et même sur les avions, tu sais qu'il y a des systèmes anti-missiles sur les avions. Tu as des systèmes oui, c'est pour ça qu'ils volent pendant les alarmes. On est des pros, nous. Alors attendez, je sais pas si on vous a déjà expliqué parce que ça c'est quand même dingue. Les avions ELAL, donc les avions civils, ont des technologies qui repoussent. Moi j'imagine comme ça, qui font des leurres. C'est des leurres comme il y a sur les avions de chasse. Ils font des leurres. Et du coup, même s'il y a un missile, je vous fais la démo aérienne, ceux qui nous regardent. Donc même s'il y a des missiles qui sont lancés, qui arrivent, qui se rapprochent de l'avion, il y a des leurres qui sont lâchés, et il y a des ondes aussi qui annulent.
Et du coup, les missiles vont être détournés et du coup, on ne va pas... Et ça serait pour un missile qui targeterait, donc qui chercherait cet avion. Donc c'est les systèmes Stinger, c'est les systèmes solaires ou même d'avion, mais généralement c'est pour les missiles qui sont envoyés du sol. C'est pas contre, par exemple, un missile balistique qui arriverait d'Iran. Oui, mais le missile balistique, il va pas taper un avion. Évidemment. Non, mais... Il n'y a aucune chance, quoi. C'est ça. Il tire une cible au sol. On est sérieux, nous. Ouais. Justement, donc c'est pour ça que Elal fait des prix fous. En parlant de ça, et en parlant des boycotts de la France et tout ça, à Israël et tout ça, j'entendais l'autre jour, vraiment en parlant de ça, que l'avion présidentiel de Macron, il était justement armé de cette technologie israélienne. Et donc, bon oui. Parce que les Israéliens, on les aime pas, mais quand on a besoin de se défendre... on les interdit au salon de l'armement. Macron, là, Et tous les pays qui... Ils se foutent de notre gueule, là. Tous les pays qui boycottent Israël du soir au matin, mais c'est les premiers à aller acheter mais Macron, c'est quand même drôle. C'est quand même à chaque opportunité, il annule la participation des entreprises israéliennes d'armement sur les salons français. Donc c'est quand même... vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Et son Air Force One, on n'a pas de traduction de cette expression. Son Air Force One, il est Air Force One, je ne sais pas comment ça s'appelle le Air Force One français, mais il est équipé de ça, de cette technologie israélienne. Comment il s'appelle ? Quoi ? Le Air Force One. Le French. Ouais, il doit y avoir un nom, il doit y avoir une attachée de presse qui a trouvé un nom, tu vois. Ah non, ouais. Bon, notez-le nous en commentaire. Le vainqueur, le vaillant, un truc dans le genre là. Le coq. Le coq vaillant. Ça se trouve, non, il n'y a même pas. C'est sûr qu'il y a un nom. C'est l'avion. Il y avait le Concorde, tu vois, c'était un symbole. Tu sais que le Concorde, c'était un avion de fou. Bah ouais. J'adore les avions. Ouais, je sais. J'adore les avions. Le Concorde, c'était un avion de fou. Je crois qu'il y a un pays qui est en train de refaire un avion supersonique à fin civile. Je me rappelle plus. Mais le Concorde, c'était un truc incroyable. Je crois que c'était 3 heures c'est fou. Paris-New York. Dingue, hein. Paris-New York ou London-New York. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas des Trump et tout. Ils veulent pas un avion comme ça ? Ça coûtait trop cher. Trump, il s'en fout. Tu vois ce que je veux dire ? Des mecs comme ça, ils s'en foutent. Bibi, il s'en fout. Son avion, là, son canaf Sion, pareil, c'est je sais pas combien de millions, de centaines de millions. Ouais, mais t'as pas besoin d'aller à cette vitesse-là. Puis ça crée trop de problèmes. Bon, très bien. Je voulais te parler aussi dans notre petite revue de presse du Liban, parce que hier ou avant-hier, je sais plus, on a vu les premières images de l'armée libanaise rentrer dans les villages du Hezbollah, détruits donc totalement par les combats et l'armée israélienne, à la frontière sud-Liban, du coup nord d'Israël. Avec l'idée de désarmer, de prendre possession, et on voyait des habitants tout autour qui étaient plutôt contents, ils avaient l'air. Et par contre, Israël a riposté à une attaque, et les Libanais ont dit, bah voilà, Israël nous attaque. Donc il y a quand même eu du bordel. Ça s'est pas bien passé. J'imagine qu'il va y avoir des moments où ça va être un peu compliqué, puisque déjà, même quand c'est entre Israéliens, c'est très compliqué d'organiser. C'est très compliqué d'organiser, d'avoir beaucoup d'unités dans des villages civils au nord d'Israël. Et donc, on n'en parle pas souvent, mais il y a beaucoup de morts qui sont, en fin de compte, c'est des tirs amis, on va dire. C'est Israël. Beaucoup. Oui, ça arrive souvent. Okay. Qu'il y a des attaques, qu'on se tire dessus, quoi, dans toutes les guerres. Mais c'est encore plus compliqué quand tu prends vraiment des villages, que tu as des unités qui sont dans les villages, que tu as beaucoup d'unités. Tu as un tank qui va tout d'un coup voir quelqu'un bouger dans une maison avec un fusil à une fenêtre. Ils n'ont pas reçu le rapport qu'il y a cette unité de commando qui est dans cette... Oui. Et donc, ils vont aller taper sur cette baraque. Mais là, c'est pas du tout la situation. Non, mais j'imagine que, alors là, en plus, tu as une armée. Tu as l'armée libanaise, donc je ne sais pas de quoi ils ont l'air, mais pour les Israéliens, j'imagine qu'ils doivent ressembler plutôt à des gens du Hezbollah qu'autre chose.
et maintenant va faire la différence. Et je pense qu'il va y avoir au début, il va y avoir des quiproquos. Bon, mais bon, ça avance, c'est déjà ça. C'est déjà ça, prise sur l'ennemi. J'espère. Ouais. J'espère qu'ils vont réussir à faire... à désarmer, à reprendre les territoires et à s'imposer. Voilà. Alors, c'était notre petit point géopolitique, guerre, que se passe-t-il dans notre région? Et on passe maintenant à notre deuxième sujet. Tu veux tout de suite les crocodiles ou les primaires? On vous garde les crocodiles pour la fin. Ouais, on a une, mais sachez qu'à une la fin, update croco. On a les crocos. Si vous restez jusqu'au bout, vous aurez les crocos. C'était quoi la chanson des crocodiles des enfants, là? Tu vois? Le papa crocodile, non? Bref. Inconnu au bataillon. Mais si, c'est sûr que tu connais. C'est genre des crocodiles qui s'en vont en guerre, là. Non? Don't know. Mais tu vois, je sais pas où t'as grandi, toi. Bah, à Paris. Ouais, mais c'est un truc de juif, ça. Non. C'est un truc du. Mais non, du mais non. Bon, très bien, je vais chercher sur Internet pendant qu'on se parle. En tout cas, on va commencer avec les primaires. Les primaires. Et ensuite, on vous parlera. Chez toi, donc comment ça s'est passé, tes primaires? Alors, les primaires au Parti démocrate ont eu lieu cette semaine, lundi. Et, disclaimer, tu fais partie du... disclaimer total. D'ailleurs, on ne peut pas chercher mon nom sur Internet sans voir ça, donc je pense que je ne cache pas. Disclaimer, tu fais partie du... Je travaille dans l'équipe de direction de la campagne du parti que j'ai cofondé avec Yair Golan en 2024, en unissant le Parti travailliste Avoda et le Meretz, et en ouvrant les portes à tous les citoyens qui veulent un pays juif et démocratique et égalitaire pour tous. Donc un programme intéressant. Tu peux nous raconter de l'intérieur comment de l'intérieur, voilà. Alors déjà ces derniers mois, depuis qu'on a annoncé qu'on allait avoir des primaires et qu'on est le seul parti à avoir des vraies primaires démocratiques. L'autre parti qui a ça, c'est le Likoud, mais déjà Bibi, il a déjà demandé... Mais que quand ils veulent. Ouais, et puis en plus, il y a eu un compte-rendu du Mevaker à Medina, de l'organisation qui vérifie qu'il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de corruption en Israël. Et ils ont annoncé que dans leur compte-rendu sur le Likoud, que 46% des inscrits au Likoud étaient des... et Mifkadar Gazim, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont inscrit 100 personnes, 1000 personnes avec une seule carte bancaire. Ouais. Donc c'est-à-dire tu as pris tous tes voisins, tu as payé 1000, 2000, 3000 abonnements et en fait tu leur dis comment voter et c'est pas du tout en fait démocratique. Donc eux c'était censé être le parti avec le plus de membres parce qu'ils étaient 140 000 membres au Likoud, mais si tu retires 46% de gens qui n'existent pas ou qui sont des fraudes, du coup on est clairement au-delà de ça. On a eu des élections avec 112 000 membres. Record israélien. Record israélien depuis les années 90, 90% de vote sur ces 112 000 participants, et donc un moment complètement dingue où il faut savoir qu'un mandat, un siège en Israël à des élections, c'est autour de 40 000. C'est proportionnel, donc on ne sait pas exactement, mais en général, c'est autour de 40 000 citoyens qui votent. Et donc là, vous imaginez, si on est déjà à 112 000 pour des élections internes, c'est vraiment un truc du jamais vu. On avait une liste avec 51 candidats, avec une dizaine de candidats arabes, chrétiens, musulmans et druzes. Donc pas d'apartheid? Non, pas d'apartheid. Pas de ça chez nous. Pas de ça? Pas de ça chez nous. Mais alors, c'est des oui-dire? Bon. Et donc, du coup, 51 candidats, folie totale pendant 3 semaines, des campagnes, des SMS. En fait, chaque candidat avait le droit à 3 SMS envoyés par le système du parti pour protéger la data et les données de tout le monde. Les candidats n'ont pas reçu les informations de 112 000 citoyens, évidemment. Donc, ils devaient en communiquer par des groupes WhatsApp organisés par le parti et des SMS. Donc, ils avaient 3. Donc, 51 personnes avaient le droit à 3 SMS compris dans le package. Et du coup, on a passé 3 semaines à recevoir non-stop des SMS, mais le nombre de messages qu'on recevait de gens, surtout des personnes âgées, on n'en peut plus, on veut quitter votre parti tellement. Ouais, mais bon, c'est les démarches. Oui, mais bon, c'est 3 semaines. Est-ce que ça marche, ça, ce truc d'envoyer? Les gens, ils lisent pas les SMS. Non. Moi, je reçois un SMS, je l'efface tout de suite. Moi aussi, je pense que les candidats smart, ils n'ont pas utilisé ces SMS. Parce que ça t'énerve, en fait. Oui, et puis c'est vieux jeu, personne va lire un SMS. Ah ouais. Ouais, j'ai vu d'ailleurs, un des candidats, c'était genre, regardez ma vidéo TikTok. Mais t'as envoyé un SMS, c'est pas le même public qui va ouvrir ton... Est-ce que le mec qui a 80 ans, qui a voté... Ah oui, je vais downloader TikTok. Bah oui, je vais regarder mon petite vidéo sur YouTube.
Et donc, du coup, c'était quand même assez impressionnant de voir des candidats qui sont venus aussi bien de la politique, donc Meretz Avoda, mais aussi beaucoup des leaders du mouvement de protestation qu'on a vu dans les rues, des familles d'otages, une médecin, Qui des familles d'otages vous aviez? Ishaï Lechem, c'est un des mecs qui était actif dans le mouvement. Et puis Daniel Garat aussi, son frère est mort quand il a été enlevé à Gaza. C'est lui, il est pour le coup ancien policier de Ashdod, et il s'est présenté aussi. Donc on avait quand même une grande diversité, ce qui est assez intéressant parce que avant, ce qui était reproché à la gauche, c'était justement une gauche très nichatite, on dit en hébreu, donc vraiment une niche de sujets vraiment un peu obsolètes et vraiment pas très connectés à la réalité, avec des valeurs, mais donc qui étaient des valeurs de paix, des valeurs sociales, qui étaient peut-être un peu vues comme dénigrées, comme des valeurs un peu naïves. Et je pense que depuis ce gouvernement, depuis la refonte du parti et le positionnement de Yair Golan comme leader, et puis aussi après le 7 octobre, il y a vraiment un changement dramatique. Et on est dans les sondages déjà à 11 sièges, alors que Meretz n'était même pas à 4 et Avoda 4. Ouais. Donc on voit qu'il y a vraiment un élan qui est bien au-delà de ce qui peut être qualifié de gauche israélienne. Et c'est hyper émouvant, franchement, c'était hyper émouvant. Ouais, on voit qu'en face, ça leur fait peur, puisqu'ils réagissent. Et je vois souvent ce qu'ils essayent de faire, en fin de compte, ils essayent de dénigrer Yair Golan en essayant de changer un peu ce qui s'est passé le 7 octobre. Puisque, pour rappeler à nos auditeurs, le 7 octobre, le matin des massacres, Yair Golan, il a pris son fusil et donc il y est allé direct, quoi. Ouais. C'est-à-dire il n'a pas attendu, puisque lui, il est réserviste, on va dire, c'est un ancien... Non, il n'est pas réserviste, c'est important de le dire, justement. Oui, en plus, à son âge... Il est complètement... il était franchement dans le civil, et donc il s'est dit, il se passe quelque chose, j'y vais. À l'inverse de beaucoup de politiciens, et j'imagine, et Netanyahou, encore une fois, qui ce matin même, son excuse, c'était personne m'a réveillé, donc c'est pour ça que dès le matin, je n'étais pas vraiment sur le pied de guerre, parce qu'on ne m'a pas réveillé. Et donc Yair Golan, il y a toutes ces histoires où vraiment il est allé, le 7 octobre, il est allé chercher des gens, et il a sauvé des vies, il a sorti des gens du festival Nova qui s'étaient cachés, et donc avec un pick-up, il y a une autre personne, ils ont fait des allers-retours, il a vraiment mis sa vie en danger pour aller sauver des gens. Et donc là, ce qu'on entend souvent qui arrive du Likoud, c'est tout ça, c'est des inventions. En fin de compte, ça a été organisé. Il s'est mis en scène. Vraiment, c'est des trucs, mais c'est abject. En fait, ils instrumentalisent, et on va en parler aussi par rapport au sujet d'une vidéo qui est sortie cette semaine du Likoud contre Eisenkot. En fait, il y a une utilisation une manipulation de l'information, c'est-à-dire chaque information qui donne justement à quel point Yair Golan est un héros, ils vont utiliser ça pour justement que ça ne reste pas un héros. Donc ils vont prendre et ils vont déconstruire et inventer des mensonges. Ouais, non, mais ils vont plus loin, ils disent vraiment que ils disent que en fin de compte, tout ça, c'était de la mise en scène. Déjà, je vais expliquer. Ils disent deux trucs. Ils disent déjà comment ils savaient, comment ça se peut. Oui, il était soi-disant en contact avec le dès Hamas. Le matin, il soit là-bas. Donc, en fin de compte, c'est lui et le Hamas. Donc, ils insinuent qu'il était au courant, puisque lui, il travaille directement avec le Hamas, et que c'est le Hamas qui lui a dit... Il travaillait avec moi à l'époque. Voilà, c'est ça. Et donc, ils ne l'insinuent pas, ils le disent carrément. Et secondo, ils disent qu'en fin de compte, il est allé là-bas se mettre en scène, se prendre en photo avec des gens, alors qu'il savait très bien que ça allait arriver. Et c'est nauséabond, mais c'est tellement horrible, les trucs. Mais ce qui est incroyable, c'est que chez certaines personnes, ça marche. C'est-à-dire, si tu répètes ce genre de mensonge, c'est vraiment à la Goebbels. C'est le truc, c'est plus c'est gros, plus ça va passer. Et si on matraque du soir au matin sur notre chaîne, la 14 pour ne pas la citer, si on matraque ce genre d'informations du soir au matin, il y en a quand même certains chez qui ça va imprimer. Le doute, voilà, et ça crée et je trouve ça, franchement,
C'est tellement dégueulasse, quoi. Mais tu vois, j'ai parlé avec on reviendra sur les premières, mais j'ai parlé avec une copine à moi qui, on n'a pas grandi. Enfin, moi, j'ai grandi à La Chaumière, elle au Bnei Akiva, et elle est religieuse, plutôt de droite, etc. Très de droite. Mais on a toujours eu, tu vois, des valeurs en commun et une importance de parler du judaïsme, de nos échanges, etc. Et je parlais avec elle là, il y a quelques jours en posant des questions de pour qui tu vas voter, sachant que maintenant il y a des partis de droite, Eisenkot, Endel, Bennett qui se forment. Donc il y a vraiment des positions de droite, Lieberman, pour des gens comme toi, de voter et de se débarrasser du gouvernement du 7 octobre. Et elle m'a dit non, mais tu sais, au final, c'est pas vraiment une question de 7 octobre, parce que il faut quand même reprendre en considération le fait que, oui, il y a la responsabilité des hommes politiques, mais il y a quand même le Shabak, enfin le Shin Bet, le Mossad, l'armée. Et en fait, elle vient excuser, tu vois. Et en fait, c'est ça, en fait, toute leur stratégie. Leur stratégie, c'est pas taper sur Golan pour taper sur Golan, c'est en fait pour créer un narratif de doute où en fait ils n'ont jamais pris leur responsabilité pour le 7 octobre. Ils n'ont jamais accepté qu'il y ait une commission d'enquête d'État. Ils ont jamais, en fait, ils essayent de cacher tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre et le 7 octobre en lui-même. Et donc même des gens comme elle, tu vois, intelligentes et tout, en fait, de droite religieuse. Intelligente, bah non. Bah si. Bah non. Tu peux pas être intelligent et parler comme ça. Je suis désolé. Non, t'es un peu bête quelque part. Non, écoute jusqu'au bout. Moi, ta copine, je la connais pas. Tu la connais, mais je te dirais pas que c'est. On peut l'inviter. Tu peux pas être intelligent et réfléchir. Non, je suis pas d'accord avec toi. Parce qu'elle vient pas dire qu'ils sont pas responsables. Elle vient dire que c'est pas un élément de vote, parce qu'au final, tant qu'il y aura pas une commission d'enquête, on ne sait pas à quel point peut-être l'armée, le Mossad et tout ont vraiment eu leur responsabilité. Maintenant, toi et moi, on est d'accord. Mais l'armée et le Mossad, ils ont leur responsabilité, c'est clair. Mais l'armée et le Mossad, déjà, ils ont fait le ménage. Déjà. Voilà. Donc le chef de l'armée a été viré, le chef du Mossad a été viré, le chef du Shin Bet a été viré. Les seuls qui n'ont pas été virés, c'est les responsables civils, donc politiques. Ouais. Netanyahou et compagnie. Ouais. Eux, rien. Donc, ok. Même si pour ça, on parle même de la si propagande. Cette propagande, elle vient te mettre un doute qui, même quand tu es quelqu'un d'intelligent, mais que tu... Pas intelligent. Bon. Personnellement, je trouve que tu peux pas être intelligent et continuer dans ce genre de... En plus, tu peux pas être non plus très intelligent. Je veux pas te refaire ma métaphore du frigidaire, mais tu la connais. Pas suivi. Je te la referai si tu veux une fois. Mais tu peux pas non plus être très intelligent et continuer à voter pendant 20 ans pour quelqu'un qui te vend des conneries. Non, mais là, c'est Tzionout Datit, c'est genre tu les peux être Mitnachalim. Tu peux être Mitnachel. Oui, mais donc du coup, elle se voit pas voter pour quelqu'un d'autre que pour Smotrich, tu vois. Mais tu peux voter pour Smotrich à la... Ou Bennett. Moi, je dis Bennett, c'est Forum Kohelet. Tu peux voter Smotrich ou Bennett, mais tu es d'accord pour changer ce gouvernement, tu es d'accord pour changer ce Premier ministre. Même... Moi, je comprends pas comment tu votes pour Bennett, pour... Smotrich ou Ben Gvir, qui ont voté contre la libération des otages. En fait, il y a un moment où soit on est juif, soit on l'est pas. Soit les vies humaines ont un prix. Enfin, elles n'ont pas de prix, justement. Elles sont la chose la plus importante. Soit tu vas voter pour un mec qui a littéralement voté contre la libération des otages. Mais il faut être taré. S'ils l'assumaient, je pourrais comprendre. Je crois qu'on a déjà eu cette conversation. Mais s'ils étaient... Si leur rationnel, c'était... Nous, on discute pas avec les preneurs d'otages. C'est-à-dire, vous avez pris des otages, on les considère comme morts. Je peux comprendre ce genre de réaction, ce genre de stratégie. Je ne suis pas d'accord avec, mais je peux comprendre. Okay. En me disant, OK, les gars ont été pris en otage, vous n'arriverez pas à nous faire plier en nous disant, on vous rend les otages contre 1, 2, 3. Je peux comprendre ce genre de stratégie. Il y a beaucoup d'armées qui réagissent. L'armée russe, pour ne citer qu'elle, on sait que tu peux prendre 1000 otages. On n'est pas des Russes. Encore une fois. On n'est pas des tarés. Ouais, mais eux... On n'est pas censés. On n'est pas toi et moi, non. Non, mais Israël, je te parle. Moi, toi et moi, on s'en fout. Je peux comprendre que eux, les Smotrich, ils soient dans une réaction dans ce genre-là. Mais le problème, c'est que c'est pas assumé. Okay. C'est qu'ils le disent pas. C'est qu'ils disent pas, pour nous, les otages sont morts. C'est-à-dire, ils vont faire tout pour les laisser crever en te gaslightant du soir au matin, en te disant, on veut les sauver. Arrêtez de prenez vos responsabilités. Oui. Dites clairement, on est contre un deal avec le Hamas, point barre. Nous, ce qu'on veut, c'est aller les taper du soir au matin. Ça, ils l'ont dit. Non, ils ont utilisé Venez pas après nous dire
on a tout fait pour sauver. On a tout Non, fait ça, pour. ils le disent pas. Ah si, on a eu Smotrich il y a même pas un mois qui a dit les Oui. otages qui sont C'est grâce à revenus, moi. c'est grâce à moi. Donc ferme ta gueule, Ouais. prends tes responsabilités et va pas Oui, raconter. maintenant, il y a des élections. Mais en plus, ce que je trouve fou, c'est que leur argument, c'était on ne peut pas faire cet accord, on ne peut pas libérer les otages. C'était pas tellement pour le nombre de terroristes qu'il faudrait libérer, c'était surtout pour le fait que si on libère les otages, c'est la fin de la guerre et on ne pourra plus rien faire à Gaza et le Hamas va revenir. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont libéré les otages, enfin Trump a libéré les otages, il les a forcés, il y a eu cet accord de paix, qui n'est pas du tout un accord de paix, qui est un accord de on arrête et on met la Turquie et le Qatar à Gaza. MOU. Voilà. Pendant ce temps-là, le gouvernement israélien ne fait rien pour retirer le Hamas parce qu'il continue dans sa politique où au final, Hamas le Hamas c'est un atout et on continue de soutenir le Hamas alors qu'on sait que ça nous amène le 7 octobre. Évidemment. Il y a 30 000 combattants terroristes qui sont en train d'être réarmés et on se prépare encore à une catastrophe. Et malgré tout, donc Smotrich et Ben Gvir, quand ils votent contre cet accord de Khatoufim, ils nous disent c'est parce qu'on ne pourra plus taper. Et qu'est-ce qui se passe depuis qu'il y a cet accord ? Rien. Bah si, on tape. On voit des terroristes qui sont éliminés les uns Oui, on après tape, les autres. oui. Et donc en fait, mais c'est hyper important ça. C'est-à-dire que c'est hyper important parce que tout leur argument c'était on veut pas accepter un accord, un deal pour les otages parce qu'on devra arrêter la guerre et donc on pourra pas continuer de défoncer le Hamas. Là, on continue à le faire et pour autant le Hamas continue à se renforcer. Pourquoi ? Parce que la seule solution c'est de construire une alternative que Israël crée avec des groupes de Palestiniens à Gaza qui sont pas le Hamas, qui sont pas des anges pour autant. Et c'est ça la seule solution. C'est ça la faiblesse de Netanyahou. Enfin, pour moi, c'est vraiment le fait de jamais rien proposer. C'est-à-dire, on n'est que dans la réaction. On est que. En fin de compte, les gens qui disent oui, mais souvent l'argument et souvent à l'étranger, quand tu parles à des juifs français, tout ça. L'argument, c'est mais qui peut remplacer Netanyahou, ce stratège Pas besoin d'aller jusqu'en France, non, mais demande d'ici. tu l'entends souvent, cette réaction. Oui, même ici. Qui va remplacer comme si ce gars-là, il avait à son record, il avait des trucs à mettre sur la table. Là, on voit avec le Hamas, depuis le 7 octobre, quelle est ta proposition stratégique, c'est-à-dire toi, en tant que gouvernement, tu proposes quoi comme lendemain de Gaza ? Non, mais il n'y a pas. C'est quoi la vision de Gaza d'après la guerre ? Et il n'y a pas d'après-guerre. Et généralement, quand tu as un gouvernement, il y a une vision. Ouais. Tu sais où tu vas. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le plan Marshall. Les États-Unis ont aidé à reconstruire le Japon. Enfin, il y a des plans. Non, là, non. Et puis, tu pars dans un plan et puis tu crées une réalité. C'est toi qui tiens. Non, là, il veut maintenir la guerre éternelle. Et lui, il propose jamais rien. Il est toujours mais c'est dans ça, sa l'ambiguïté, proposition. puisqu'il sait que... Non, mais... C'est ça. Non, là, je suis pas d'accord avec toi. Il sait que s'il c'est ça sa propose un stratégie. truc... Non, il sait que s'il propose un truc, il a plus de gouvernement. Bah oui. Parce qu'il sait qu'il est avec les Bah oui, donc fanas. il propose rien. Et donc, il est en mode, moi, à l'étranger, je vais faire des grands discours en disant blablabla, mais sans vraiment jamais proposer un truc clair et carré. Ouais. Et à l'interne, je vais aller que sur la chaîne 14 pour... et puis même, il y va pas très souvent, mais... Et en fin de compte, il n'y a rien de proposé, alors que là, ça serait le moment... Enfin, pour vraiment gagner la guerre contre le Hamas, je pense que la stratégie, puisque Israël en ce moment... Enfin, pour ceux qui n'ont pas suivi, Israël tient, on va dire, contrôle, je pense que ça doit être 70% de la bande de Gaza aujourd'hui. Je n'ai pas les chiffres. 65-70% de la bande de Gaza est sous contrôle israélien. C'est vidé, il n'y a personne à l'intérieur. Et les 30% restants, il y a toute la population à l'intérieur et le Hamas. Maintenant, je pense que la stratégie pour vaincre le Hamas, ça serait de reconstruire sur les 70%, comme on avait dit au début, comme il y avait dans le plan Trump, le plan des 20 points dont on avait parlé, ça sera de reconstruire petit à petit avec la Turquie, avec le Qatar, peu importe si vous voulez reconstruire, et commencer à faire venir la population palestinienne, de la faire venir
des 30% sous contrôle Hamas, de les faire transiter en checkant évidemment qui Bien tu sûr. fais venir. Et c'est ça qui tuerait le Hamas. Bien sûr. Parce qu'ils ne pourraient pas tenir. Exactement. Parce que la plupart des Palestiniens, ils veulent la paix. Donc, ils diraient, OK, nous, on est d'accord pour passer là où vous êtes en train de Ils veulent reconstruire. surtout être tranquilles. Je sais pas s'ils veulent la paix, Et au mais- lieu de faire ça, on fait rien, mais strictement rien. Et en plus, à l'étranger, enfin, à l'international, proposer un plan comme ça et le mettre en marche, au moins, ça prouverait qu'Israël fait un effort, essaye de faire la paix, puisque du soir au matin, on nous reproche d'être des génocidaires et tout ça. Donc là, ça prouverait, bah non, regardez, voilà, voilà notre plan Non, mais Marshall. je sais pas pour qui on prouverait ça. De toute façon, peu importe ce qu'on prouve, Non, ça mais n'intéresse enfin- pas le monde. Mais Et Netanyahou, il est vraiment en mode, non, mais il a rien à proposer. C'est ça sa stratégie. rien. C'était ça. Donc maintenant, il faut qu'il. D'ailleurs, hier dans les sondages, 47% des Israéliens voient Eisenkot comme. C'est-à-dire, il a vraiment complètement dépassé Netanyahou dans sa compatibilité au rôle de Premier ministre. Donc en fait, c'est vraiment, on voit que ça avance. Les Israéliens commencent vraiment à se préparer à cette idée que Netanyahou, c'est du passé, Eisenkot, c'est l'avenir. Et donc, comme Netanyahou, comme tu le disais, n'a rien à proposer comme bilan aux citoyens israéliens, ce qu'il fait comme campagne, c'est qu'il ne peut pas attaquer Eisenkot directement. Donc, il attaque en fait Eisenkot sur le fait que Eisenkot, ce serait probablement les partis arabes, Mansour Abbas ou la gauche extrême comme il l'appelle, Yair Golan. Et donc cette semaine, on a eu une vidéo assez dingue qui a soulevé vraiment qui a soulevé la société israélienne sur les réseaux sociaux. Enfin vraiment, ça a fait toutes les infos et tout. Où en fait, on voit une campagne du Likoud, des vidéos en intelligence artificielle. Maintenant, ils font que ça. Où on voit en fait dans un truc un peu paradisiaque comme ça, une couchée de soleil, un truc dans les champs, Eisenkot courir les grands bras ouverts comme ça, avec un immense sourire sur le visage, et en face de lui il y a un garçon, un mec de je sais pas 20 ans, ouais. même pas 25 ans, qui court vers lui, qui a un t-shirt bras ouverts avec un t-shirt avec écrit Ardout Israël. Ouais, donc l'unité d'Israël. L'unité nationale, l'unité israélienne. Et Eisenkot va pour lui faire un câlin. Ils arrivent juste au moment où ils vont se faire un câlin. Et en fait, Eisenkot se détourne et il va faire un câlin. Non, il passe. Il passe à côté. Ils arrivent tous les deux, ils courent l'un en face de l'autre. Et en fin de compte, au moment où ils vont s'embrasser, s'enlacer, ils passent, Eisenkot continue à courir. Il le dépasse. Oui. Et il va faire un câlin à Mansour Abbas, donc le leader de RAM, le parti arabe, qui avait été dans le dernier gouvernement de changement. Et le jeune se retourne, genre en mode déçu et machin. Et en fait, ce qui est tout de suite sauté aux yeux des Israéliens, c'est que on a vraiment vu ce truc-là avec l'image que en fait Eisenkot va retrouver son fils qui est mort au combat à Gaza pendant la dernière guerre, enfin pendant la guerre actuelle. Ouais, et qui avait donc cet âge-là, qui lui ressemblait un peu. Oui, vraiment, on voit les deux photos. Et c'était vraiment, et la mise en scène, elle était vraiment un peu, c'était vraiment le père qui courait, qui allait embrasser son fils. Et donc on a tous eu un moment, même quand on voit la vidéo, on peut même pas s'imaginer que c'est vraiment le Likoud, c'est-à-dire on a vraiment un moment où on se dit attends, mais est-ce que tu vois un truc comme ça, il va retrouver son fils, un truc magnifique. Et ça, je trouve ça, mais tout le monde est sorti contre lui, enfin vraiment. Tu te dis, il a tellement rien à proposer qu'il fait ça. Et en Israël, s'il y a bien un sujet qui est où on ne peut pas s'en approcher, toucher, c'est vraiment les familles meurtries par le fait que les enfants soient tombés au combat. Surtout quand les dernières lois que Netanyahou a fait passer, c'est encore pour privilégier les ultra-orthodoxes en dépit des soldats et des réservistes, etc. Donc faire cette vidéo, enfin vraiment, et surtout apparemment, moi j'ai des infos internes, même des gens du Likoud, vraiment même des élus du Likoud ont été extrêmement choqués. Mais ils disent rien. Si, ils ont dit. Ouais, mais et du coup, le Likoud a retiré... Oui, le Likoud a retiré la vidéo, ils l'ont refaite, exactement la même, sauf qu'ils ont changé le mec, le jeune, par une fille, pour pas que ça fasse... Voilà. Sauf que tout le monde a vu, et en fait, je pense que c'est vraiment dégueulasse. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils l'ont enlevé, ils en ont quand même refait. Ah bah oui, parce qu'ils peuvent pas lâcher l'affaire. Non, ils ont que ça à faire, ils ont aucune... C'est leur seule stratégie, en fin de compte, c'est d'aller cracher... Oui, et puis de tourner Gadi Eisenkot comme un, tu vois, lié aux Arabes, parce qu'au final...
parce qu'au final, ils ont rien contre lui. Ils ont tu rien vois, à proposer. Donc ils ont rien à proposer, ils ont rien contre lui. De toute façon, la seule stratégie de Netanyahou, toutes ces années, ça a toujours été Afred Umshol, séparés pour mieux, pour mieux vaincre, contrôler. pour mieux contrôler. Et ces deux chevals de bataille, ça a toujours été... Deux chevaux. Ces deux chevaux de bataille... Attends, je t'ai préparé la musique croco après, vas-y. Ces deux chevaux de bataille, ça a toujours été... la gauche, ils ont oublié ce que c'était d'être juif. Et Aravim Noarim la Kalpiot, donc les Arabes jouer sur la peur. Jouer sur la peur du fait que les Arabes vont inonder Israël et prendre les rênes et transformer la démocratie israélienne en voilà. Et le fait que la gauche rejette la religion et tout ça. Et ça c'est totalement faux. Et ça a toujours marché. Jusqu'à présent. Et là, je crois qu'on est au bout de ça, Moi de cette aussi, je crois que c'est stratégie. la fin, gens, là. ils en peuvent plus, surtout, je pense que le déclic, ça a été les religieux, ils se sont mis à dos tous les Israéliens. Oui, mais parce les ultra-orthodoxes, en fait, ils ont creusé, c'est-à-dire ils que ont pendant que agrippé nous, tout on l'argent envoie qu'ils nos pouvaient. enfants à l'armée pendant la guerre, pendant qu'on est dans les abris, qu'il y a des gens qui tombent au combat, eux, ils sont là en mode, nous, on n'est pas dans le coup, mais c'est sûr que c'est une et on rupture veut de la totale. thune. Oui, c'est une rupture totale, une déconnexion totale. Ils sont en autonomie totale. Et par rapport à la campagne d'Eisenkot, je ne sais pas si pour ceux qui voient un petit peu, mais en gros, c'est hyper intéressant parce qu'on voit ça marche plutôt bien sa campagne. Il fait des vidéos où les vidéos, en fait, c'est des passages des extraits de campagne de vidéos de Netanyahou des dernières années. Ouais. Mélangés avec des extraits du 7 octobre. Voilà. Tout ça. Et en fait, en regardant qui et quoi et comment, je me suis rendu compte que c'est l'ancien chef de la communication de campagne de Netanyahou, qui est parti de chez Netanyahou depuis 2022 et qui maintenant travaille chez Eisenkot et que en fait, peut-être que en fait, juste en faisant du Netanyahou, mais contre Netanyahou, c'est comme ça qu'on arrive à le vaincre. J'ai vu cette semaine une petite vidéo passer. Qui m'a, je pense elle représente un truc. Souvent les ultra-orthodoxes, ils font la quête. Ouais. Et donc, souvent, ils passent dans les bâtiments, ils tapent, ils font du porte-à-porte, ils demandent 10 shekels pour des tzedaka, des trucs comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans le besoin. Chez les ultra-religieux, c'est vraiment... leur société est très, très pauvre. Parce qu'ils les maintiennent dans la pauvreté. Et on les maintient dans cette pauvreté. Pas leur leader. Et c'est pas le premier que je vois comme ça. Il y a un petit film comme ça qui passe, et donc tu as deux religieux qui tapent à une porte, tu as le mec qui ouvre, il les prend pas, il les filme pas, on voit pas leur visage, mais on entend la conversation et ils sont filmés, tu vois, genre on voit que c'est des ultra-orthodoxes parce qu'on voit les vêtements. Et le gars, il leur dit je vous donne rien parce que vous n'êtes pas mes frères en fin de compte. Et il leur dit quoi carrément, il leur dit on n'est pas frères. Vous vivez ici comme moi, mais en fin de compte vous n'êtes pas juifs. Enfin, il ne dit pas vous n'êtes pas juifs, il dit vous n'êtes pas mes frères israéliens. Pendant ces 3 ans, vous nous avez laissé crever tout seul, et là vous venez taper à ma porte en me demandant 10 shekels, je vous donne rien et ne revenez pas dans ce bâtiment. Et d'un côté, c'est super violent parce que les gars... Mais c'est une vraie vidéo, c'est une vraie situation. Non, c'est une vraie situation. Le gars, il filme... Ah, ok. Le gars, il filme de sa porte. C'est pas un truc monté. Parce que là, les vidéos dont on parlait jusqu'à présent, c'est des vidéos de campagne. C'est pas de l'intelligence artificielle. C'est un truc qui se passe vraiment. Les gars tapent à sa porte et lui, il les prend en photo. Il les filme avec son téléphone et il balance ça sur les réseaux sociaux. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont dit... quand même, c'est abusé, tout ça, c'est violent et tout ça. Mais le truc qui passe, c'est que les Israéliens, ils en peuvent plus de ce truc-là des ultra-orthodoxes. Et dans les commentaires, tu vois, il y en a beaucoup qui disent il a raison, ce gars-là. Et même si c'est triste, et même s'ils sont pauvres, et même si ils ont besoin de la tzedaka, quand nous, on crève au combat, vous n'êtes pas là. Et donc là, vous venez nous demander de la thune. En plus, les subventions qu'ils reçoivent. Exactement. Et c'est violent parce que les gars, triste, bien sûr. Ils ont vraiment besoin de cet argent pour eux. Je sais pas s'ils ont vraiment besoin, mais... Tu les vois, à un moment, la caméra n'est pas sur leur visage. Non, mais ils les maintiennent dans ces... Bien sûr. Mais il y a un truc il y a une violence dans ce truc-là, mais tu vois qu'on est au bout du truc, quoi.
Moi, j'ai l'impression. Tu voulais parler du discours d'Herzog. Ouais, rapidement, parce qu'il faut qu'on arrive au croco. Juste, il y a eu une intervention en direct, un discours du président Herzog. C'est qui le président en Israël? Et pour la première fois, sachant que pendant toute le coup d'État, les trucs et tout, on l'a pas entendu. Mais alors là, on a un président. On a un président qui sert à rien, mais qui a décidé de se réveiller. Pourquoi? Déjà pour calmer un peu, en demandant aux hommes et aux femmes politiques de se calmer et de pas... Et au vu des élections à venir, de rester, de prendre leurs responsabilités, de ne pas enflammer le terrain. Bon, c'est bien qu'ils le disent. Ouais. Mais surtout, et le scoop qui, moi, m'a vraiment effrayé pour le coup, c'est qu'il a dit qu'il avait des informations qui venaient de la police et des renseignements secrets, des services secrets, donc du Shin Bet, donc de Zini, le chef du Shin Bet, qui dit qu'il y a des preuves concrètes comme quoi il y a des agents à l'intérieur de la société israélienne et à l'extérieur de la société israélienne qui sont en train d'essayer d'influencer les élections. Évidemment. Et de faire basculer ou comment on dit, d'empêcher... De manipuler. Non, pas que d'empêcher même le bon déroulement des élections. Et donc, moi, ça me rappelle vachement ça me rappelle vachement quand Galante a essayé avec le Ramatkal de venir voir Bibi et de lui dire il faut absolument que tu arrêtes la réforme, il va y avoir une catastrophe, on a des informations. Et là, d'entendre ça, moi, ça me fait très peur parce que je sens, on vous parlait la semaine dernière du fait que Miri Regev, la ministre des Transports, est en train à demander à envoyer des directives à son ministère d'empêcher les avions d'Israéliens qui comptent venir voter en Israël aux élections. Et donc, en fait, on se rend compte que si même le chef du Shin Bet, qui a été mis là-bas par Bibi et qui a été entendu dire « je viens servir Netanyahou », en gros, si même ce mec-là, il vient voir le président en disant « c'est grave, il y a des menaces directes et des preuves », moi, ça me fait très, très peur. Moi, ça me choque pas parce que je sais qu'avec le Likoud, tout peut arriver. Ils vont tout faire. On est face à la mafia. C'est la mafia, le Likoud. Oui. Sérieusement, oui, mais là, c'est la mafia. Là, ça fait très peur, faire annuler des élections. Ils vont tout faire pour essayer de rester au pouvoir, quitte à faire annuler les élections, quitte à foutre le feu aux poudres. De toute façon, c'est Sarah Netanyahu qui l'a dit le mieux. C'est nous, quand tout brûlera, on partira. On fait le point croco et puis on va vous laisser avec ça parce que c'est vraiment, on a bien rigolé, Ronnie et moi, on s'est dit qu'on allait partager la folie. Ah ouais, on est là, on vous a dit les crocodiles. Donc il y a une proposition de... Ça a été validé. Oui, ça a été validé. Et ce matin, donc pourquoi on en parle? Parce que ce matin, ils ont commencé les travaux. Ah. Oui. Alors de quoi s'agit-il? Alors il y a une... Alors on a un Ben Gvir, qui est le chef de la police intérieure, qui est le chef de la sécurité intérieure d'Israël, qui ne fait rien. Mais comme sa stratégie à lui, c'est de toujours faire des trucs super provocateurs sur TikTok, et bien là, il s'est lancé dans un nouveau truc. Et donc, comme il n'arrive pas vraiment à régler les problèmes qu'il y a en Israël, il y a de la violence, tout ça. Enfin, il n'essaye même pas. Et donc, à chaque fois, il fait des trucs... Il fait des annonces... complètement extravagantes. Et donc, il avait proposé de mettre autour de la prison de Ktziot. Ktziot, c'est la prison où il y a les terroristes Nourba du 7 octobre. Les terroristes du 7 octobre, les terroristes palestiniens, tout ça. Donc, c'est une prison très hautement gardée et tout ça. Et donc, il a proposé de faire autour de la prison, de faire des espèces de douves à l'ancienne et de mettre dedans des crocodiles. Vous rigolez là, vous vous dites non. Eh bien si, vraiment des vrais crocodiles. Et donc, mais pourquoi? Vous avez tellement de gens qui s'évadent? Non, pas du tout. On a eu en Israël, une évasion. Il y a quelques années. Il y a quelques années, Zbaïdeh qui s'était évadé et qui avait été repris tout de suite. Oui, il y avait eu à Megiddo 3 mecs qui avaient creusé. Mais c'est tout, quoi. Et donc là, appel d'annonce. Mais c'est une folie. Et donc, pour que ça puisse se faire, il y a une réserve naturelle avec des crocodiles en Israël. Donc, il fallait avoir cet accord. Voilà. Sauf que les crocodiles, étant une espèce en danger, protégée et dangereuse,
la responsabilité pour toutes les espèces comme ça, c'est chez la ministre de l'environnement, de la protection de l'environnement, qui est une serpillière et Edith Silman, qui avait donc qui avait fait tomber le dernier gouvernement. Elle était avec Bennett, elle était fait tomber le gouvernement en ayant un accord avec Netanyahou, ce qui est totalement contre la loi, de venir dans le gouvernement, d'avoir un job dans le gouvernement de Netanyahou. Elle a reçu son job. Elle est ministre de la protection de l'environnement. Elle fait des deals. De la nature et de la protection de l'environnement. Ouais, elle fait des deals avec toutes les pires entreprises. Enfin, c'est une catastrophe d'ailleurs ce qu'elle fait. C'est vraiment de la destruction de l'environnement. Et là, on la voit à la Knesset sourire en disant j'ai changé le statut des crocodiles pour que ça devienne maintenant des... C'est pas une espèce en voie d'extinction, mais c'est une espèce... C'est pas protégé, c'est une espèce... à protéger. Ouais, enfin voilà, un autre statut qui fait que maintenant... Ils ont downgradé son statut. Ouais. Et donc on peut prendre tous ces crocodiles, pour qu'on puisse s'en servir. Les sortir de leur réserve naturelle et les foutre dans une douve. Et les faire se reproduire dans la douve. Voilà, et est-ce que ça va tout faire pour que Ben Gvir soit réélu. Ce qui est incroyable, c'est que, enfin, on en est là quand en Israël, on est avec des ministres israéliens en temps de guerre. On a des problèmes mais internationaux et eux, ils font pour faire parler d'eux. En fin de compte, ils font ça. Parce que c'est des mecs qui sont des extrémistes de base. Mais ce matin, ils ont commencé les travaux. Voilà. C'est-à-dire que ce matin, pourquoi on en parle en ce moment? Parce que ce matin, l'information est tombée qu'à Ktsiot, les gars, ils ont commencé à creuser. Voilà. Genre les douves. Voilà, c'est ça, Israël. Donc, si vous voulez voir des douves médiévales à l'ancienne... Ouais, enfin, je sais pas qui a envie d'aller se rapprocher de la prison des Nourbot, mais moi, je m'approcherai pas. Si vous vouliez venir en Israël et qu'il vous manquait le petit push quand même pour... Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous avez à proposer maintenant, vous ne pouvez plus aller les voir dans la réserve naturelle, mais vous pouvez les voir autour de la prison. Venez voir les douves de Ktsiot. Merci de nous avoir écoutés. Like, share and comment. Un like, un share et un comment. Et si ça vous a plu, partagez, envoyez à vos amis. Envoyez. Oui. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. On vous racontera les douves la semaine prochaine. Où on en est.